120 minutes de détente, de réflexion et d'apprentissage. Mesdames, Messieurs, c'est encore parti pour votre matinale. Bonjour, le Bénin. On ouvre tout de suite par le bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le maïs, nous en consommons bien souvent, mais avez-vous la moindre idée de la provenance de cette denrée incontournable dans nos assiettes? Et si au cœur du Zou se nichait une commune qui justement nourrit ces milliers de familles, c'est la commune de Didja, une terre de richesse et de défis qui mérite bien son surnom de grenier du Zou. Alors comment cette commune parvient-elle justement à tenir son rôle clé dans la sécurité alimentaire? Victorine Bondé et Jacob Tocho-Edo ont fait immersion au plus près des producteurs. Regardez. À Didja, l'agriculture n'est pas seulement une activité, c'est un mode de vie. Ici, la terre est généreuse et d'elle sortent chaque année des centaines de milliers de tonnes de produits agricoles, un potentiel qui vaut à cette commune un surnom évocateur, le grenier du Zou. Le premier vivrier ici à Didja, c'est le maïs. Le minimum de maïs que moi je fais dans l'année, c'est au-delà de 50 hectares. Je produis du coton, du maïs, du soja, du haricot et de l'arachide. Mais ce sont surtout le soja et le coton qui me rapportent le plus d'argent. Une abondance qui ne relève pas du simple hasard. L'État nous vient en aide à travers des formations. Des encadreurs viennent nous apprendre les bonnes techniques de semis pour le coton. Et quand on respecte ces consignes, on obtient de bons rendements. C'est pareil pour le soja. Didja n'utilise pas beaucoup de pesticides parce que la terre est vraiment riche de telle manière que l'utilisation de beaucoup de pesticides n'en est pas souvent de notre habitude. Et puis, il y a cette transformation majeure, la mécanisation, qui s'impose aujourd'hui comme l'un des secrets de la forte productivité de Didja. À Didja ici, beaucoup de producteurs ont la chance d'avoir les matériels agricoles. Pourquoi? Parce que certains se sont constitués en coopérative et ils n'ont aucune difficulté à se cotiser les avances comme cela a été demandé. Et surtout à cause de la subvention de l'État. Un rendement performant, mais désormais à l'épreuve des caprices du climat, obligeant les agriculteurs à s'adapter et repenser l'agriculture autrement. Les 3 ans passés, la sécheresse a beaucoup agi. L'inondation aussi a beaucoup agi. Donc nous devons commencer par apprendre à nos producteurs à travers les encadrements pour qu'on puisse commencer par intensifier l'agriculture. Et aussi, nous devons encore encourager l'écoulement. Il faut qu'on aille à l'agriculture contractuelle que d'arriver de rester toujours dans l'agriculture de subsistance. À Didja, nourrir le Zou, voire le Bénin, est plus qu'une fierté. C'est une responsabilité. Celle de mériter jour après jour ce statut de terre nourricière et d'en préserver la richesse. Présidentielle du 12 avril prochain, le compte à rebours a commencé. À quelques jours du vote à Commet, les primo-votants sont au cœur d'une campagne de sensibilisation pour une participation massive le jour J du scrutin. Heureuse Danondé et Giscard Akpovi nous font le point. Ambiance festive et mobilisation exceptionnelle à Commet, dans le département du Mono. Ici, des milliers de primo-votants ont répondu à l'appel pour une séance de sensibilisation sur l'importance du vote. À l'initiative de l'honorable Charles Gagnon, avec le soutien des partis politiques UPR, BR et Moël Bénin, le rassemblement vise à encourager ces jeunes à accomplir leur devoir civique la toute première fois de leur vie. Ne ratez pas cette occasion. Est-ce que vous pouvez me promettre ça? Un jour, vous allez dire, nous avons voté pour la première fois en 2026. Même message du côté des autorités politico-administratives de la localité. Tour à tour, elles ont insisté sur la nécessité d'un vote massif. Objectif affiché, atteindre un taux de participation record à Commet. Vous devez savoir que votre rôle est primordial et nous vous demandons réellement de sortir massivement, d'en parler à vos parents. C'est après avoir voté qu'on a des exigences. Donc, donnons-nous les moyens d'exiger, de prendre part au grand cercle de décision.
il vous revient le 12 avril prochain de dire « Je veux que ça continue ». Je voudrais vous avoir tout le temps derrière toute la classe politique pour dire à tout le monde, aux 66 000 votants de notre commune, de sortir massivement pour aller voter. La commune de Comé compte environ 65 000 électeurs, dont plus de 2 000 primo-votants. Nous appelons tous les élèves primo-votants du Bénin et tous nos parents à se joindre à nous. Motivés et engagés, ils promettent une participation à 100% le 12 avril prochain. Un signal fort pour cette nouvelle génération d'électeurs consciente qu'une jeunesse mobilisée pourrait peser dans le scrutin à venir. Campagne de la présidentielle, Paul Rompouet était face aux militants de Tanguieta, Materi, Kobli et Boukoumbe. Le candidat de l'opposition se dit déterminé à apporter les changements souhaités par le peuple béninois. Il appelle à une véritable alternance au sommet de l'État et promet une révolution s'il est élu. Le point avec Jean Nambimet, Renoir Kakpo et Amandine Niamboso. Le péril de la traversée et le chaud soleil n'ont nullement émoussé les ardeurs du porte-étendard du parti FCBE. Dès sa descente à Tanguieta, la fièvre électorale est montée d'un cran. Le candidat Paul Rompouet a trouvé la tribune tout indiquée pour conquérir l'électorat. Un autre pouvoir va prendre le relais. Nous sommes partis de zéro pour être héros de ces élections. Le 12 prochain, mettez le cachet sur le Cori, seulement le Cori, et vous allez voir que le pays va mieux se porter. Selon le candidat du parti FCBE, l'heure a sonné et cette course pour la Marina est promise à un succès certain. Chère population de Tanguieta, de Materi, de Boukoumbe et de Kobli, cette fois-ci, nous allons changer le système. Il faut le changement. Le 12 prochain, c'est une révolution. Il faut changer le système. C'est ça que je suis venu vous dire. Vous devez donner la leçon à tout le Bénin que vous avez opté pour un autre système. Sa feuille de route tient en un seul mot, révolution. Il veut changer le système. Il appelle toutes les forces vives de Tanguieta, Materi, Kobli et Boukoumbe à voter massivement pour une véritable alternance. Nous devons faire en sorte que notre démocratie soit restaurée, tout en continuant d'investir, de construire les routes, de construire les beaux bâtiments. Nous devons penser aux hommes. Cela passe également par les soins de santé moins coûteux. Nous ferons en sorte que la sécurité règne dans notre pays. Nous devons régler nos problèmes avec les pays limitrophes et faire en sorte qu'il y ait cette symbiose entre nous. Il peut aller jusqu'au bout. Et s'il va jusqu'au bout, il va changer l'avenir de notre pays. Après tout ce que le président Paul Rompouet a dit, il y a de l'espoir. Le 12 avril, ça promet. Il y aura un chaos pour la FCBE. Il est venu réveiller notre conscience. Au soir des élections de 2026, Paul Rompouet est déjà président. Ne serait-ce qu'il aille au palais de la Marina pour prêter serment. Le candidat du parti FCBE est reparti comme il est venu, dans une ambiance chaleureuse. On reste avec le candidat FCBE qui se trouvait dans le zoo ce mardi pour, vous l'imaginez bien, présenter son programme de société et mobiliser les électeurs en vue d'obtenir leur suffrage dimanche prochain. Une descente qui l'a conduit au palais royal d'Abomey puis à Agbanzo. Reportage. Geste de révérence et respect des codes traditionnels. Ici, au palais royal Wehondji d'Abomey, Paul Rompouet donne toute sa place aux valeurs coutumières. Un geste hautement symbolique qui s'inscrit dans une dynamique de proximité avec les gardiens des us et coutumes dont l'influence reste déterminante dans les choix des populations. Je suis venu me prosterner devant le roi. Il est tout à fait normal que nous ayons sa bénédiction. Vous comprenez que c'est toute l'histoire du Bénin qui se vit ici. Et comme nous sommes là pour continuer à rallonger, à ajouter notre part, il est tout à fait normal que ce soit
avec, disons, tout ce qui relève de notre passé, dont ils sont les gardiens. Après cette étape, cap sur Agmaïzou. Face à une population mobilisée, Paul Hunkwe présente les grandes lignes de son projet de société et appelle les électeurs à lui accorder leur confiance. Agmaïzou est une commune spéciale où beaucoup de guérisseurs travaillent à élaborer des produits, des médicaments utiles à la santé. Nous pensons qu'il faut valoriser donc les connaissances de chez nous. En dehors de ça, nous avons promis apporter tout ce qu'il faut pour aider nos mamans, nos femmes. Moi, j'ai pris la décision de voter le candidat Paul Hunkwe. Ce que le candidat a dit, c'est très très bon. Ce qui m'a ému de ses propos, c'est concernant les AME surtout. Il a dit que s'il a pris le pouvoir, qu'il va les mettre dans une très bonne place. C'est à cause de ça que je vais voter pour lui. Paul Hunkwe poursuit ainsi son offensive sur le terrain avec l'ambition de rallier un maximum d'adhésion à sa vision. Campagne électorale toujours, mais cette fois-ci dans le camp d'en face. Le candidat Romuald Wadayin a fait escale dans le département du Koufo, de Lalo à Dogbo, en passant par Torviclin. Le candidat a pu mesurer une détermination populaire sous le regard de Marcel Arossi et François Issou. La fatigue des kilomètres ne semble avoir aucune prise sur la détermination du candidat. Pour cette seconde étape de son périple départemental, Romuald Wadayin a trouvé une terre qu'il adopte. De Lalo à Dogbo, en passant par Torviclin, tout se déroule dans un rythme accéléré comme à la première étape. La détermination du candidat semble se nourrir de l'énergie de ses hôtes dans une marche qui prend des airs de plébiscite avant l'heure. Le Koufo a toujours voté, a toujours élu le président. Mais il n'a jamais élu un fils. C'est ça ce qui est original. Voter Talanta Wadayin, c'est choisir la voie du développement. Et à Torviclin, la campagne prend une dimension festive. Sous l'impulsion de plusieurs groupements de femmes, l'enceinte du collège d'enseignement général s'est transformée. Ces gardiennes de l'économie locale ont choisi leur camp, célébrant avec ferveur celui qu'elles voient désormais comme le garant de leur autonomisation. Ces animations sont le témoignage vivant d'une adhésion populaire qui dépasse le cadre politique. Dogbo est la dernière étape de ce marathon riche en symboles. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est que nous, de la diaspora, nous entendons beaucoup et ce que nous avons toujours déploré, c'est surtout les problèmes dans le secteur de la santé. Nous avons appris des choses terribles où des gens ont une urgence, sont parfois en train de mourir dans les hôpitaux. Il faut d'abord s'occuper des problèmes administratifs où parfois on apprend que quand ils ne sortent pas de l'argent, on ne s'occupe pas d'eux. Vraiment, nous avons été très ravis d'apprendre que le candidat dise que c'est fini avec ça. Je le connaissais d'avance en tant qu'un homme sérieux, dynamique et qui sait où il va. Aujourd'hui, il est venu s'entretenir avec nous. Il a prouvé une fois encore de plus qu'on peut lui faire confiance, que ce qu'il a promis, il peut le faire. Il ne s'agit pas de balancer des belles paroles. Mais la manière, il a essayé de toucher du doigt chacune de nos réalités nous a encore plus convaincus qu'on ne s'est pas trompé de choix. En plus d'être le candidat de tous, il est notre grand frère. Et il a rendu visite à ses parents. Quand vous voyez un fils, un grand frère à ce niveau qui lutte pour le pouvoir, quel doit être votre sentiment si ce n'est pas un sentiment de joie? En quittant les terres du Koufo ce mardi soir, Romuald Wadayin n'emporte pas seulement des doléances, mais une énergie nouvelle, l'énergie d'un peuple debout, prêt à transformer l'essai le 12 avril prochain.
Et si le Koufo est en ébullition avec Romuald Wadaï, le Septentrion l'est tout aussi avec Mariam Tchabitalata. Aux côtés de la colistière de Romuald Wadaï, des producteurs engagés et une jeunesse déterminée à se projeter déjà vers l'avenir. Au cœur des échanges, l'agriculture et la jeunesse. Igor Ayosso, Hilaire Kodjo. Ils sont venus des 4 coins du Septentrion, portés par l'espoir et la curiosité, pour écouter ce qui pourrait transformer l'avenir de leur secteur vital, l'agriculture. Voyez-vous, nous avons déjà gagné l'élection. C'est un chaos que nous allons faire. Regardez, ici, tous les producteurs du Nord sont réunis, dans le bonheur et l'allégresse, pour soutenir leur duo candidat, Wadaï Talata. La candidate à la vice-présidence de la République a présenté des propositions fortes, restituant aux producteurs béninois sa dignité et sa place centrale dans l'économie. Nous prévoyons de mettre un mécanisme d'assurance agricole pour aider les producteurs en cas de sinistre. Mieux encadrer les producteurs pour un meilleur rendement des productions agricoles. Nous aurons des experts qui vont vous accompagner pour que le producteur puisse sortir de la pauvreté en vivant du travail de la terre. Après les producteurs, la jeunesse du Borgou Libori a pris la parole. Fini le rôle de spectatrice, elle veut désormais façonner son destin. Nous sommes une jeunesse debout, nous sommes une jeunesse consciente, nous sommes une jeunesse engagée et le 12 avril ne sera pas un simple rendez-vous électoral, ça sera un rendez-vous avec l'histoire. Vive le duo Wadaï Talata. Nous savons que vous êtes le pilier de ce pays. Et en tant que pilier, la jeunesse ne doit pas être négligée. C'est la raison pour laquelle, au niveau de notre duo, nous faisons la part belle aux jeunes. Parce que la jeunesse sans la formation est en perdition. Nous, au niveau du duo Romuald Wadaï Talata, nous prévoyons réorganiser la formation de la jeunesse et faire en sorte que les formations à donner demain soient en adéquation avec le monde de l'emploi. Des champs du Septentrion aux rues animées du Borgou Libori, producteurs et jeunes ont entendu le même mot d'ordre. Oser, construire, diversifier. Le projet Wadaï Talata ne se limite pas à des promesses, il trace une route. Et sur cette route, chacun est invité à devenir acteur du changement. Et puis, camp scolaire des Béninois, on en parle dans ce bulletin. Les Guépards U15 obtiennent leur billet pour les demi-finales en dominant la Zambie 2-0. Une victoire qui sera suivie de nul arraché face à la Tanzanie. Score, 1 but partout. On fait le point avec Evariste Zomango et c'est Tondi Metoli. Après une entame frustrante face au Sénégal, les Guépards U15 avaient une réponse à donner. Et ils ne se sont pas fait prier. Dans la poule B, les jeunes béninois se sont offert le scalp des 2 sélections anglophones avec autorité et caractère. Face à la Zambie, dès la première rencontre de la journée, les Guépards, piqués au vif par la défaite de la veille 1-0, entrent avec rage et détermination. C'était un peu dur parce qu'ils faisaient des relances derrière notre camp, donc on doit assurer notre couverture pour bien gérer ces ballons-là. Maîtrise technique, rigueur tactique, le Bénin impose son rythme. Et c'est le capitaine Benoît Douciovo qui sonne la révolte en ouvrant le score. On avait travaillé ça au regroupement, donc s'il y a connaître, tout le monde doit être au deuxième poteau. Et dans la course de celui qui veut faire l'entrée de corner, on doit venir devant pour intercepter. Le deuxième but est un véritable chef-d'œuvre, une action d'école, initiée par une percée exceptionnelle d'Ozias à Sibé, qui traverse le terrain balle au pied. Bachiro, en bon renard de surface, s'occupe de la conclusion parfaite. C'est juste mental parce que à la préparation, on a déjà travaillé, on a déjà fait tout ce qu'on a fait. Après ici, c'est l'aspect mental qui compte. Plus ils sont mentalement prêts, ils ont confiance en eux,
ils ont de l'envie, ils sont déterminés, ils vont s'exprimer. 3 heures plus tard, place au choc face au double tenant du titre. La Tanzanie, une rencontre intense où les Guépards affichent leur maîtrise jusqu'à ce penalty concédé à la 10e minute. Mais loin de douter, les protégés de Séverin Danha restent concentrés sur leur objectif, la qualification. Parce que même moi, quand je jouais, je ne pourrais pas avoir ces crans de croire jusqu'à la dernière seconde. Donc ces enfants, ils ont un plus. Ils ont un plus que nous devons encadrer. Les jeunes, on a besoin vraiment de leur donner la chance de pouvoir s'épanouir. Parce qu'ils en ont du cran, ils ont le potentiel, ils ont tout ce qu'il faut. Il reste que nous, on les accompagne. La délivrance viendra de Noureni Baleman, dont le but libère toute une équipe et envoie le Bénin en demi-finale. Désormais, un nouveau défi se profile. L'Ouganda, leader du groupe A devant le Maroc. 40 minutes pour rêver plus grand. 40 minutes pour aller chercher une place en finale. Et voilà qui vient mettre un terme au bulletin de ce matin. On espère que vous avez apprécié. Rendez-vous demain. Merci, génial. Et oui, nous avons pris beaucoup de plaisir. Merci de l'avoir présenté. On se dit à demain, n'est-ce pas? Avec le même plaisir. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, messieurs, place à présent au menu. Vous le savez, actualité oblige. On parle ce matin de la présidentielle de 2026, mais analysée sous un angle scientifique et sociologique. Dans cette émission, il sera question de décrypter les comportements des électeurs, les tendances qui se dessinent et les enjeux majeurs qui rythment cette période cruciale. Ce sera dans notre rubrique Instant politique avec notre invité. Restez donc avec nous pour le savoir, c'est dans quelques minutes. Et qui dit vote dit aujourd'hui identification. Et mesdames, messieurs, ce matin, nous ferons un focus sur les actions concrètes de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. À quelques jours des échéances, comment les démarches sont désormais simplifiées pour rendre le processus électoral plus accessible et plus transparent pour tous. C'est à découvrir dans la première heure de cette émission. Et puis, vous le savez, votre santé nous préoccupe également en cette période. On s'intéresse à la voix assez sollicitée dans les différentes activités qui caractérisent les campagnes électorales avec des conseils pratiques. Découvrez donc comment parler sans s'épuiser. C'est bien sûr Christelle Tongodo qui nous propose tout cela dans sa rubrique Instant Santé. À présent, on installe le tout premier plateau. Notre invité est déjà ici sur ce plateau. C'est Événement à la une. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, à l'approche des élections, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP joue un rôle clé dans le processus pour faciliter le vote. Grâce aux démarches simplifiées et aux outils numériques mis en place, chaque citoyen peut désormais retrouver facilement son centre de vote, vérifier ses informations électorales et s'assurer de voter rapidement et en toute sécurité. Alors, pour mieux nous édifier sur le sujet, on reçoit pour vous le directeur général de l'ANIP. Il s'agit bien sûr de M. Aristide Adjinakou Yanwi. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, nous sommes, je dirais déjà à quelques jours. Dites-nous où en est-on en ce qui concerne la préparation technique de l'élection? Vous savez, l'ANIP est au cœur du dispositif. Nous sommes la base technique de la crédibilité de la liste électorale. Cette liste, nous l'avons remise à la Sénat avec beaucoup d'émotion. Nous l'avons produite, nous l'avons remise à la Sénat dans les délais légaux. Donc elle est prête. Et nous sommes partis sur un principe. Une identité, une personne, un vote. Voilà, nous, à l'ANIP, nous détenons tout simplement la plus grande base de données du Bénin. Et tous les dispositifs ont été mis en place pour la fiabiliser. Et justement, on remarque quand même une présence assez forte de l'ANIP sur le terrain. Pourquoi cela? Vous savez, le défi technique, il est passé. Maintenant, place à l'action. D'accord. Et le vote, ce n'est pas un acte, c'est un acte important. Et donc, cette liste qui est prête, nous devons la rendre active, vivante. Seuls les citoyens sont capables de le faire. Et donc, il faut aller à leur rencontre pour leur expliquer comment consulter leur centre de vote, comment accéder à leurs documents d'identité et comment lever tout simplement toutes les frictions auxquelles ils pourraient être confrontés. Et toutes les dispositions sont prises donc certainement à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'il va se passer concrètement dans les tout prochains jours, monsieur le directeur? Nous avons fait beaucoup de choses ces derniers jours, mais
Nous sommes dans une phase d'accélération. Typiquement, demain, nous serons à l'UAC avec une initiative En vote 229 portée par CMS City. Et donc, l'objectif est de communiquer à tous les citoyens, tout simplement, aux étudiants, et s'assurer que, tout simplement, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils comprennent cet enjeu-là. Et nous serons auprès d'eux, nous allons les accompagner, et nous allons nous assurer qu'il n'y aura aucun obstacle le 12 avril. Et on nous parle beaucoup de l'obtention du FID. Pourquoi cette remise est-elle aussi importante? Vous savez, le voter doit être déjà une belle fête. Et au niveau du Bénin, le vote, tout simplement, il doit être inclusif. Et nous devons nous assurer que personne n'est exclu, personne n'est empêché de voter, tout simplement parce qu'il n'a pas un document d'identité. Le FID est un document d'identité, il est gratuit, il est accessible par tous nos canaux. Et justement, il y a cette phrase de l'ANIP qui revient beaucoup au Bénin, l'absence de documents ne sera jamais une excuse pour empêcher un citoyen de voter, n'est-ce pas? C'est bien ça. C'est une phrase qu'on vous connaît. En ce qui concerne à présent l'accès aux services, que doit faire concrètement un électeur aujourd'hui? L'électeur, ce qu'il doit faire, la première chose, c'est consulter son centre de vote. Il peut consulter son centre de vote en tapant étoile 151 dièse 4 sur un téléphone simple sans connexion Internet. Il peut aller sur notre application mobile ANIP BJ. Il peut aller sur la plateforme e-service.anip.bj ou il peut aller dans n'importe quelle unité de l'ANIP, dans les mairies ou dans les arrondissements des mairies à statut particulier. Alors, c'est le moment et on a envie de dire, lorsque vous avez un bout de temps, alors tapez étoile 151, étoile 4. Dièse, NPI, voilà, un peu comme c'est à l'image également, et on va également sur anip.bj sur son téléphone où on se rapproche des mairies pour avoir accès à vous. On va parler à présent des surprises. Qu'est-ce que l'ANIP nous réserve encore comme surprise? Vous savez, nous avons beaucoup écouté les citoyens et c'est notre démarche à l'ANIP, c'est observer, écouter et faire. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Ils disent oui, vos services sont innovants, il manque quelque chose. Et nous avons une surprise pour eux. Ah oui. Ils nous ont souvent dit qu'il manque la mise à jour de leurs photos en ligne. Absolument. Donc désormais, on va pouvoir modifier, avoir accès à mettre à jour nos photos facilement. Nous avons analysé le besoin, parce qu'à l'ANIP, nous prenons notre temps, parce que tout doit être fait, quand on parle d'identification, tout doit être fait de manière sécurisée. À partir de demain, la mise en photo, la mise à jour de la photo en ligne, totalement sécurisée, sera disponible pour tous les citoyens. À partir de demain déjà, à partir de demain. Nous sommes mercredi 8, donc à partir de jeudi 9 avril, on peut se rendre sur le site et procéder à la mise à jour. Tout à fait, de manière totalement sécurisée. Et ils pourront aller le 12 avril, voter avec leur CIP ou leur carte FID avec leurs toutes belles photos. Avec leurs photos actualisées. On vous dit merci au nom des utilisateurs que nous sommes. Alors, quelles sont les mesures exceptionnelles prises au profit des électeurs? Déjà, ce que nous sommes en train de faire depuis quelques jours, c'est que nous envoyons des SMS à tous les électeurs. Et nous l'avons remarqué sur au nos niveau du téléphones. Bénin et également à l'international. D'accord. Nos unités seront ouvertes tous les jours, de 8h à 16h, sans arrêt tout simplement. Le samedi également, de 8h à 16h, y compris le dimanche. Oh. Le dimanche de 8h à midi. Après, nos agents pourront bien entendu aller voter, mais oui. Donc, tous les jours, l'ANIP est ouvert et nous offre la possibilité de bien s'apprêter lorsque vous n'avez pas forcément le temps en semaine. Vous pouvez vous rattraper le week-end. Merci. Oui. En tout cas, mais je les invite à le faire quand même le plus tôt possible. Le plus tôt possible, oui. n'est-ce pas? Pour éviter le long rang à la dernière minute. Merci beaucoup, mais vous n'allez pas partir sans un message aux électeurs. Tout à fait. Ce que je peux leur dire, c'est... Vous savez, le vote est important. Le 12 avril est une journée importante. Oui. Faisons en sorte que ce soit une belle journée, une journée républicaine tout simplement, et une journée qui va déterminer leur avenir. Et voter le 12 avril, ce n'est pas juste tout simplement faire un choix, non. C'est décider de son avenir. C'est savoir qu'on a le pouvoir de changer les choses. Absolument. Donc, tous
en train de s'apprêter pour aller voter. L'ANIP a totalement facilité les choses. Je pense que moi, je vais y aller dès ce soir, dès que j'ai un bout de temps pour ne pas être rattrapé le week-end. Merci beaucoup à vous, Merci Monsieur à vous. Aristide Adjinakou Niaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes. On va prendre congé de vous et on installe le prochain invité, bien sûr, sur ce plateau de événements à la une. Elle représente une association, un groupement qui porte un projet. De quel projet s'agit-il? Nous allons le découvrir. Notre invité est justement en train de s'installer. Le projet, il est en anglais. Elle va peut-être nous expliquer pourquoi. Il s'agit de Rise and Inspire. C'est bien ça? J'ai bien prononcé? Très bien. Alors, de quoi s'agit-il? Bonjour déjà et bienvenue. Merci. Alors, je vais commencer par vous présenter, si vous le faisiez vous-même aux téléspectateurs. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis Nasoné Dazobo. J'évolue dans les métiers de la voix en tant que MC, voix off. Et je suis également image de Mac. Et surtout, membre du comité d'organisation. Rise and Inspire. Rise and Inspire. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Ok, déjà, j'aimerais préciser que nous avons fait un constat. Aujourd'hui, il y a assez d'événements qui vont dans le sens de l'éducation, mais on oublie la personne humaine qui est au centre de tout. Parce que sans la personne humaine, toutes ces activités n'ont pas de sens. Exactement. Du coup, Rise and Inspire se veut comme un espace qui puisse permettre aux jeunes de se libérer des pressions sociales, de se connaître et de sortir de ce cadre-là avec des bases solides, autant pour la vie professionnelle que la vie personnelle. Alors, je suis jeune, je vous écoute à la télé. De quoi s'agit-il? À quoi dois-je m'attendre? Ok, bien évidemment, nous sommes à la 2e édition et la particularité de cette année, c'est l'aspect personne humaine, psychologie. Il y aura un atelier psychologique et nous aurons également des conférences sur le choix de carrière, comment choisir son partenaire de vie, comment être le partenaire idéal. Nous aurons des échanges, le réseautage et également des photoshootings. En tout cas, on va bien se régaler. On va bien se régaler, on va bien s'amuser. Et pourquoi baser cela? Parce que justement, c'est le grand thème de la rencontre, choisir son partenaire de vie. Pourquoi cette thématique? Oui, comme je le disais au début, tu as beau avoir un niveau dans la société, tu as beau avoir un bon statut, mais il suffit d'un tic de ta vie pour que tout s'écroule. Donc, il faut s'accentuer sur la racine de la chose. Absolument, pour bien faire le choix. Justement. Alors, c'est quand déjà? Ok, pour cette année, on sera à Calaviton, je précise le lieu immédiatement, à Sogem Palace, le 25 avril, le samedi 25 avril à 12h. Le samedi 25 avril à 12h, donc le rendez-vous est pris pour aller justement, comme on le voit, avec la complicité de la réalisation s'élever. Pourquoi s'élever? Viens t'élever avec nous. Pourquoi cela? Est-ce qu'on peut évoluer seul? Ce n'est pas possible. On dit ensemble, on est plus fort. Et quand quel que soit le projet, Dieu a tellement fait les choses d'une manière où, quel que soit ce que tu fais, tu as besoin d'un appui. Donc, on a décidé de le faire ensemble, que ce ne soit pas pour une seule personne. Parce que quand les moments viennent et tu ne trouves personne, il y a des fois même tu as quelqu'un, mais on craint le jugement et on se dit, je ne peux pas aller vers telle ou telle personne. Donc, dans cet espace-là, vous aurez la possibilité de vous exprimer sans craindre qu'on ne vous juge. Donc, on peut tout dire, on peut se lâcher comme Justement. on veut. Et puis, le secret professionnel jugé. est aussi assuré. Et il y a un suivi psychologique. Pourquoi je me demande d'où est partie l'idée? Est-ce que vous vous êtes dit les jeunes ou les personnes ont trop de choses qui les acculent peut-être, il faut les évacuer? Vous avez bien vu. Aujourd'hui, la plupart du temps, on entend que les jeunes, il y a un jeune qui s'est suicidé parce que c'est la dépression. Et il fait l'effort en fait. Il fait l'effort de supporter ou bien même quand il doit aller vers quelqu'un, il craint le jugement ou carrément... il y a un accompagnement normalement qu'on devrait avoir en tant que jeune. Parce que la famille, le taf, ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aussi aisé que ça. Donc c'est l'histoire de tout un... En tout cas, c'est une histoire qui nous a conduit à cette initiative et on pense réellement que ça a tout son sens. Et j'invite réellement tous les jeunes à nous accompagner. Et il y a justement l'une de vos panélistes, je dirais même la figure de proue de cette édition qui n'est autre que Ella Wama. Et justement, on est en train de la voir à l'écran. C'est une dame qu'on connaît pour son militantisme et son engagement. Pourquoi le choix d'un tel profil? Wow. On va déjà sur les mêmes bases. Vous savez,
quel que soit ce qu'on fait, déjà, le choix de cette panéliste, elle est une dame qui fait beaucoup pour les jeunes. Exactement. Qui fait beaucoup pour les jeunes. Et on ne peut pas faire cet événement sans oublier que un jour ou l'autre, on aura en tout cas la grâce de pouvoir rencontrer un partenaire et de vivre heureux comme on veut. Mais je pense qu'il faut toujours avoir la base dans toutes choses que nous faisons. Mais elle, avec son expérience, on aura quand même l'occasion d'entendre de beaucoup de personnes. Et cette occasion-là permet à beaucoup de personnes de s'exprimer. On entend des choses qu'on se disait, mais directement quand tu vois la personne, il se sentait bien. Mais quand on commence à parler, c'est réellement un creuset qui nous permet de nous exprimer. On l'aura compris, c'est une rencontre de jeunes, mais pas que. Il y aura des personnes qui ont une certaine expérience pour également partager leurs ressentis, leurs expériences avec vous. Et pour finir, avant justement de vous laisser conclure, pour finir, un jeune qui vous regarde et qui se dit d'accord, psychologie, etc. Mais quand vous parlez de vous amuser, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Est-ce que vous avez prévu des cocktails, des rencontres, des échanges? Dites-nous tout. Ok, déjà, il y aura la prise de contact déjà au début de l'événement. Il y aura des photoshootings. Il y aura un moment également qui puisse leur permettre de discuter face-to-face parce que c'est vrai, on est sur un événement. Mais qu'on le veuille ou non, il y a des personnes qui ont des opportunités qui puissent vous apporter. Et après cela, on va beaucoup danser. Beaucoup d'autres choses. Parce que ça fait du bien. On l'aura compris. Un dernier message aux jeunes qui vous suivent? Ok, un message. En tant que jeune également, je dirais à tous les jeunes de ne pas se décourager. Parce que qu'on le veuille ou non, les challenges sont les épices de la vie. Quand ça ne va pas, ayons l'humilité. Ce n'est pas de l'humiliation. Ayons l'humilité d'aller vers ceux-là qui peuvent nous aider. C'est sans jugement. Nous ne sommes pas les premières personnes. Nous ne sommes pas également les dernières personnes. On l'aura compris donc tous à Calavi le 25 avril pour Rise and Inspire. Je pense que vous êtes présents sur tous les différents canaux, n'est-ce pas, digitaux. Justement. Merci beaucoup. On va poursuivre cette émission, mais avant, on marque une courte pause. C'est parti. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte
et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain. Elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Ils sont partout, dans les boutiques, à la maison, à l'école, et nos enfants en raffolent. Les aliments ultra transformés, biscuits, bonbons, nouilles instantanées, chips, boissons sucrées, snacks, gâteaux, pizzas industriels, les saucisses et saucissons. Ce sont des aliments fabriqués par l'industrie dont la composition naturelle a été fortement modifiée. Le problème, bien qu'ils soient faciles d'accès, pratiques et prêts à être consommés, les aliments ultra transformés contiennent très peu de nutriments utiles, presque pas de vitamines, presque pas de fibres, mais en revanche, ils sont très riches en sucre, en sel, en mauvaise graisse, en colorants et additifs chimiques, ce qui ne fait aucun bien à la santé. Prenons quelques comparaisons simples. Une canette de boisson sucrée de 33 centilitres, c'est environ 8 morceaux de sucre. Pourtant, l'OMS recommande de réduire la consommation des sucres ajoutés. Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 4 cuillères à café de sucre en poudre par jour. Prenons un paquet de nouilles instantanées. C'est l'équivalent de plusieurs sachets de sel en une seule portion. À force d'en consommer, ces aliments fatiguent le cœur, le pancréas et augmentent le risque de maladies chroniques même chez les enfants et les jeunes. Alors que faire? La solution est simple. Manger local, manger frais, manger naturel. Fruits et légumes, légumineuses, poissons, œufs, viande maigre. La règle est donc claire. Moins d'aliments ultra transformés, plus d'aliments naturels. Préserver sa santé, c'est possible en faisant les bons choix dès aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. C'est l'heure à présent d'installer notre second plateau Instant Politique. Présidentielle 2026, on aura ce matin une approche sociologique et scientifique de l'actualité électorale à quelques jours seulement des échéances. Il s'agira donc, à travers cette lecture, d'observer les changements dans les techniques de campagne, le profil de l'électeur, les éléments de langage, la place de la campagne dans les réformes politiques et les déterminants du vote. Pour en parler, nous recevons Jacques Aguiadaro. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre plateau si joli et si intéressant. Merci beaucoup. C'est notre nouveau plateau depuis quelques mois déjà. Alors, je précise que vous êtes docteur en sociologie, mais également directeur du cabinet du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Alors, votre... Tourisme, culture et art, c'est plus facile. Tourisme, culture et art, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, votre approche, elle est assez différente. Déjà, on se questionne. On aimerait savoir, est-ce qu'on peut avoir une lecture du vote à l'aune du projet de société et des campagnes? Oui, c'est vrai que le vote, c'est un acte, mais avant d'être un acte, c'est tout un processus décisionnel, parce qu'il faut d'abord prendre l'initiative, se décider, faire le chemin et aller voter. Donc, il y a une chaîne d'actions qui vont se poursuivre et après, il faut savoir un peu est-ce que c'est la stratégie de la campagne ou si c'est le mot d'ordre ou c'est le contenu qui
qui structure un peu cette décision. Je sais qu'avant, on est vraiment lié à un vote lié peut-être à l'appartenance ethnique, un vote lié à comment l'argent a été distribué, un vote lié à beaucoup de facteurs. On a connu vraiment une trajectoire, une histoire de décision de vote. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier. C'est vrai que nous tendons vers un vote déterminé par le projet de société, par les éléments de langage. Et c'est ce à quoi nous aspirons tous. On a fait un grand chemin, mais peut-être qu'à l'étape actuelle, on n'est pas encore à cette manche où c'est le contenu, c'est le projet de société qui induit le vote. Aujourd'hui, on est dans un schéma où c'est beaucoup plus la stratégie. Plus la stratégie de vote fait du candidat quelqu'un qui co-construit avec l'électeur le processus de vote, plus ça donne de la chance de voir les gens aller voter. Et vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que la stratégie de campagne aujourd'hui est beaucoup plus diversifiée. Les réseaux sociaux, le milieu digital, les contacts physiques, les contacts directs, les contacts de proximité. Parce que cette stratégie tend à montrer à l'électeur qu'il n'est pas seulement là pour aller voter, mais qu'il est là pour participer au processus. Donc, je peux conclure qu'à l'étape où on est aujourd'hui, la stratégie est un élément déterminant dans l'acte de voter et certainement que dans les prochaines expériences, on aura vraiment, au-delà de la stratégie, le contenu, plus le taux d'alphabétisme évolue. Et il faut saluer aujourd'hui, et notamment la SRTB, le fait d'avoir des canaux en langue nationale qui existent, le fait d'avoir une approche où chacun, quel que soit là où il est, l'information vient à lui, ça éduque, ça socialise et peut-être qu'à un moment donné, les gens auront plus l'accès à l'information sur le programme, sur le projet et ça va faire en sorte que les discours de façade vont complètement laisser la place à un vote lié à un processus purement intelligible. Un processus purement intelligent, on l'aura compris, les stratégies ont évolué et captent davantage l'attention. Mais est-ce qu'à cette étape, déjà, on peut, je dirais, se projeter, on peut faire une déduction sur une lecture sur le vote? Oui, on peut commencer par faire un peu une lecture sur le vote en voyant que est-ce qu'on est face à un vote citoyen? D'accord. Ou on est face à un vote je dirais, de proximité avec tel ou tel candidat. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir connu les trajectoires de réformes politiques, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, de réformes du système partisan, a fait en sorte que le vote ne se construit pas forcément autour d'un candidat qui est proche de soi, du fait de l'appartenance socio-linguistique, du fait de l'appartenance socio-religieuse, du fait de l'appartenance géographique, le fait d'avoir fait une génération avec quelqu'un. On ne vit pas forcément ça, mais on voit un vote aujourd'hui qui se construit au-delà de tout ça par le principe de la citoyenneté. Et le principe de citoyenneté, pourquoi? Parce qu'on est arrivé à avoir deux blocs, on en a deux candidatures, on n'en a plus assez, quinzaine, dizaine, où les gens sont perdus un peu dans ce vers quoi ils doivent aller. Donc du coup, que vous soyez du sud, du nord, de l'est à l'ouest, de la diaspora et autres, vous avez l'impression que c'est votre citoyenneté qui est touchée, c'est votre appartenance à la République qui est touchée. Donc vous allez au vote parce que vous avez l'âge de voter, mais vous allez au vote parce que vous avez une exigence, vous avez un message à passer. Donc ce n'est plus seulement le candidat qui est détenteur du monopole de la décision de vote. Avant, ça aurait été un parent, un oncle, un cousin qui vous emmène à voter parce que vous ne pouvez pas ne pas aller voter parce que ça va donner l'impression d'une certaine déchirure sociale. Avant, votre époux, votre épouse pourrait influencer votre acte de voter. Mais aujourd'hui, c'est parce que vous êtes citoyen. Aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie intégrante de la réalité politique. Et c'est pour ça que ce message doit être intéressant, que les gens comprennent que qu'on aille voter n'est pas seulement un acte d'obligation morale, sociale, religieuse autour de quelqu'un, mais on aille voter parce que tout simplement on fait partie intégrante de la cité, on fait partie intégrante de la société. Et quand on est jeune et on va à l'école, c'est effectivement pour participer à la construction. Et le premier pas de construction, le premier pas de co-construction, c'est effectivement d'aller voter parce qu'une fois que vous votez, vous vous dites que j'ai signé un pacte social.
Et tout pacte social part du fait que je viens avec un message, je viens avec une offre et je viens aussi à la table de négociation. Donc, le vote aujourd'hui, c'est comme un espace de négociation sociale entre, n'est-ce pas, celui qui veut porter la destinée du peuple et celui pour qui cela veut être fait. Alors, on n'est plus vraiment dans un scénario où c'est linéaire. Et on comprend, hein, quand on vous suit là tout de suite, que le profil de l'électeur, il a également changé, on va dire, actuellement en 2026. Mais est-ce que quelque part, ça rend l'électeur plus exigeant? Évidemment, au-delà même de le rendre plus exigeant, aujourd'hui, on a un électeur actif. Avant, on avait un électeur passif, c'est-à-dire il est chez lui, à la maison, on vient le voir, on lui passe un message. Aujourd'hui, même sur votre téléphone, le message vous vient. Et vous allez voir que cette culture en tout cas de consommation de l'information digitale fait qu'on a un volet, parce qu'on peut avoir un électeur passif. Aujourd'hui, on a un électeur plus ou moins actif. Actif parce qu'il fait partie du jeu, il anime la campagne lui-même. Et c'est peut-être anecdotique, vous allez voir des enfants même de 2 ans, 3 ans, 4 ans se mêler au jeu. Vous allez voir des personnes du 3e âge qui ont l'habitude de dire, bon voilà, c'est pas de... En tout cas, moi j'ai déjà fini mes trajectoires de vie, forcément j'ai fait l'essentiel. Mais aujourd'hui, tout le monde veut apporter, n'est-ce pas, sa contribution à l'animation. Donc, ce premier élément de profil actif est très important parce qu'après le vote, on a besoin d'un citoyen qui joue son rôle. Donc, c'est déjà intéressant d'avoir un profil de citoyen actif. Un autre élément de citoyen qu'on a aujourd'hui, ou bien de profil d'électeur aujourd'hui, c'est effectivement les primo-votants. Ce sont les premiers. Avant, vous voyez, quand on a 18 ans nouvellement, c'est pour ça qu'il faut aussi saluer les réformes au niveau de l'ANIP qui font en sorte que chaque informateur, chaque votant, dès qu'il a 18 ans, il se sent interpellé d'une manière ou d'une autre. Donc, les primo-votants se posent certainement des questions, hésitent, se disent, bon, est-ce que je ne vais pas voir faire? Mais on sait que c'est un cycle de 7 ans. On sait que les élections sont groupées. Avant, vous avez plusieurs échéances électorales dans une année. Donc, alors que maintenant que c'est groupé, donc on sait que l'année 2026 est une année électorale. L'année 2025 a préparé l'année électorale pour les présidentielles. Donc, du coup, le cycle n'étant plus si régulier, les primo-votants se disent que c'est maintenant ou jamais de participer à cet élément. Exactement. Et en dernier ressort, effectivement, vous avez ceux qui ne sont pas forcément des primo-votants, mais ni aussi électeurs actifs, mais qui ont eu des expériences plus ou moins douloureuses, difficiles, et qui aujourd'hui se demandent est-ce que ça vaut la peine. Donc cette tendance, n'est-ce pas, à observer un taux de participation au vote faible, tend à créer une culture du non-vote. Alors que la culture du non-vote, aujourd'hui, c'est une culture tout compte de la citoyenneté. Donc, vous avez ce profil d'électeur aussi qui dit, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'élection? Vous avez cette culture, vous avez cette catégorie de votants qui appartenaient à des partis qui ne sont pas aujourd'hui autour du jeu électoral. Ceux-là aussi sont un peu dans l'hésitation pour savoir, j'ai fait un parti politique jusqu'en 2026, ce parti politique n'est pas à l'élection. C'est pour ça qu'il faut saluer ce grand ralliement qui fait en sorte que ce soit d'un mouvement syndical, que ce soit d'un parti politique, tout le monde se sent interpellé. Donc, il y a ces 3 catégories de votants à qui il faut s'adresser. Mais justement, nous y sommes, nous sommes en pleine campagne. Quels sont, selon vous, les éléments de langage qui sont utilisés et est-ce que cela influence plus que les programmes? Je pense que les éléments de langage sont importants. Comme on le dit, dans nos sociétés, la parole, le verbe est très important. On le dit, c'est le verbe qui s'est fait cher. Et on sait qu'on est une société d'oralité et nos parents déjà nous ont appris comment il faut savoir parler pour toucher le cœur, alors que c'est le cœur qui décide qu'on le veut ou non. Vous savez, quand vous prenez peut-être qu'on ne fait pas attention, quand le candidat de la mouvance présidentielle met en avant plus loin ensemble, c'est le fait de dire ensemble, ça parle. Parce que personne ne veut à un moment donné se sentir isolé, se sentir exclu. Et pareil pour le candidat de l'opposition. Oui, j'y viens. Quand on dit ensemble, ça veut dire que tout le monde a l'impression de dire qu'on est concerné par l'affaire. Quand on dit plus loin, parce que dans nos sociétés, on dit clairement on ne grandit jamais assez,
qu'on ne finit jamais d'être satisfait. La satisfaction d'un besoin appelle en l'autre. Donc ça crée déjà un état d'esprit que dit, ah, on a fait un pas, on a fait des succès, on a fait des réalisations, on peut aller plus loin. De l'autre côté aussi, vous sentez aussi les éléments de langage qui mettent l'accent sur, évidemment, que pas d'exclusion, et le retour, ça veut dire qu'on touche un peu des sensibilités parce qu'on sait que certains auraient voulu nécessairement, d'une manière ou d'une autre, retrouver ceux qui ne sont pas aujourd'hui autour de la table dans la pratique républicaine, que ce soit des exilés, que ce soit ceux qui sont en prison. Donc l'opposition tente à mettre ça sur la table pour dire qu'il faut que tout le monde revienne. Donc, in fine, il y a un mot épantant, c'est l'ensemble. L'ensemble. C'est tout le monde. Donc, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Maintenant, comme on le dit souvent, les mots ont leur sens, mais après, il faut leur donner vie. Et la meilleure manière, à mon avis, de donner vie à un mot, c'est de le négocier pendant la campagne. Parce que si vous êtes seul dans la campagne et que vous en appelez à un ensemble après la campagne, c'est compliqué. Alors, donc, et justement, puisque tout a évolué lorsqu'on vous suit, en ce qui concerne la campagne, quelle est peut-être sa place dans le contexte actuel? Vous savez, on est dans un contexte de réforme du système partisan. Et la campagne électorale est un élément important parce qu'une fois qu'on est arrivé à restructurer l'écosystème d'organisation des élections, la Sénat et tout ce qui a suivi, une fois qu'on est arrivé à restructurer le système partisan avec tout ce que ça a donné en matière de processus de choix de candidats et la territorialité des partis politiques, une fois qu'on est arrivé à restructurer un petit peu le jeu électoral à travers, en tout cas, tout ce qui a suivi, il ne reste maintenant qu'à parler à l'électeur. Parce que vous pouvez réussir tous les paliers de la vie politique, mais si vous ne réussissez pas à éduquer, à socialiser politiquement parlant l'électeur, on aura de difficultés à avoir des compromis. Absolument. Et les compromis sont importants aujourd'hui. Pour finir peut-être sur ça, il vaut mieux que le candidat et l'électeur se signent un pacte pendant la campagne électorale pour être tous au même rendez-vous lors de la mise en œuvre des engagements qui sont pris. Et à présent, pour finir, très rapidement, on va passer à l'analyse des profils, puisqu'on a parlé de tout ce qui a changé, mais les candidats eux-mêmes, on va faire un petit exercice peut-être sur ce plateau, quelle approche scientifique, comment décririez-vous scientifiquement le profil et le positionnement du candidat de la mouvance déjà? On va commencer par lui, Romuald Ouadaï. Peut-être 3 éléments essentiels sur ce profil. C'est d'abord la jeunesse. Du coup, il a diversifié toute sa stratégie. Après, c'est un candidat qui a compris qu'il faut miser non pas sur soi, non pas sur le programme politique, il faut miser sur ceux qui étaient déçus, ceux qui étaient découragés. Donc, ça rejoint un peu cette identité de notre société. Et là-dessus, donc, vous allez voir tout ce ralliement d'ex-opposants, de mouvanciers, de mouvements politiques. Aussi, un autre profil de ce candidat-là, c'est le fait de vouloir jouer le jeu de la jeunesse. Le jeu de la jeunesse, c'est quoi? Être décontracté. Le jeu de la jeunesse, être plus proche de lui, être dans les ateliers, être dans les centres de production, être proche. Ça permet en même de déjouer une certaine opinion publique qui le voyait distant, qui le voyait très loin, qui le voyait très économiciste, qui le voyait très intellectualiste. Donc, je pense que ce sont des éléments importants aujourd'hui pour une société qui a besoin de sa jeunesse, pour une société qui a besoin des jeunes, qui a besoin des femmes. Donc, cet élément est aussi important aussi. Et après, bon, voilà, son histoire, ses trajectoires, ça parle à des gens qui croient que pour être là où il est aujourd'hui, il faut quitter une famille d'élite, il faut créer une famille intellectuelle, il faut créer une famille de riches. Je pense que les gens s'intéressent beaucoup à la biographie des gens pour se dire que nous aussi, on peut venir là où il est aujourd'hui. Exactement. Et à présent, pour finir, analyse scientifique, puisque c'est de ça qu'il s'agit du candidat de l'opposition, Paul Rompé. Alors, généralement, pour faire ce genre d'analyse, on s'intéresse à la biographie. D'accord. Le fait d'avoir quitté le profil d'enseignant, du primaire, et le fait d'avoir fait les trajectoires politiques pour se retrouver là, lui donne quand même l'élément de faire partie intégrante du système, de faire partie intégrante du système politique, parce qu'il a fait une trajectoire politique, et le fait aussi de faire partie intégrante du système sociétal, parce qu'il a pris par le milieu enseignant, qui est un milieu de communauté, qu'on le veuille ou non. Après, bon, un élément important aussi sur ce profil, c'est quand même un profil un peu, je ne dirais pas anecdotique, mais un profil qui a fait qui a fait une expérience de gestion politique proprement dite, la municipalité,
et qui après maintenant brigue une candidature pour le niveau le plus élevé de la gouvernance. Et après sa volonté de décontracter, de rentrer un petit peu dans... Bon, je ne dirais pas de la contre-attaque, mais de titiller un petit peu. Ça plaît parce qu'on est dans une société où on aime titiller aussi. Absolument. Voilà un peu élément Merci beaucoup, deux profils différents, chacun avec ses forces quand même. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jacques Aguialaro, docteur en sociologie et également directeur du cabinet du ministre du Tourisme, c'est bien cela? La culture et des arts. De la culture et des arts. Merci beaucoup. On vous raccompagne et on installe le prochain plateau. Amandine Aniambossou et ses invités sont déjà en place. Et voilà, c'est son invité, pas ses invités. Bonjour Amandine et bienvenue. Bonjour à vous, Jennifer. Vous êtes toutes pimpantes ce matin. Oh là là, et vous alors? Vous êtes également toutes pimpantes avec votre belle ceinture. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, avec vous, on parle sport. On va parler sport et de la formation sportive. Et comme vous le savez, mesdames, messieurs, bonjour à vous de nos jours. Et entre autres, c'est sur le terrain de sport que la jeunesse démontre sa bravoure et son engagement à défendre les couleurs nationales de sa patrie. Ce faisant, l'aspiration des pays à la réussite sportive internationale s'est accrue au fil des ans. Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de records et de médailles, mais d'un univers où la performance rencontre des enjeux psychologiques, physiques et sociaux. Et cela relève du sport d'élite ayant trait aux compétitions de haut niveau telles que les Jeux olympiques, les championnats du monde et les ligues professionnelles où les athlètes se démarquent des performances exceptionnelles. Pour ce fait donc, le Bénin opère une réforme structurelle majeure de son système de formation à l'éducation physique et sportive de haut niveau. Désormais donc, les entraîneurs dans les différentes disciplines sportives seront formés à la fois en théorie et en pratique afin de répondre aux enjeux des sports de compétition. Quels sont alors les tenants et les aboutissants de cette révolution dans la formation des formateurs sportifs? Nous avons sur ce plateau la directrice de l'IRIGEPS, Madame Judith Fifamé Aounou Aïpé. Bonjour à vous. Bonjour Madame la journaliste. L'IRIGEPS propose désormais un nouveau modèle de formation, études et diplôme d'entraîneur en simultané. Dites-nous déjà de quoi il s'agit concrètement. Oui, merci bien à vous, Madame. Effectivement, l'IRIGEPS est aujourd'hui dans une nouvelle dynamique. Oui. Pratiquement dans une nouvelle vision en termes de formation. C'est de repositionner réellement cet institut de formation, le seul dont le Bénin dispose d'ailleurs dans sa mission, qui n'est rien d'autre que la formation sportive. Et donc, cette formation sportive ne saurait jamais être vraiment chose réelle si l'institut seul évolue en vase clos. Voilà. Et donc, c'est pour cela le ministère des Sports, dont je salue au passage l'autorité, c'est-à-dire le ministre Dato, dans sa vision, c'est de faire en sorte que ce secteur soit professionnalisé de bout en bout. Et cette professionnalisation aujourd'hui appelle donc à une fédération des énergies. Voilà. Il faut que toutes les structures, les instances concernées par la formation sportive aujourd'hui pour aspirer vraiment à la haute compétition qui constitue l'attente réelle aujourd'hui du pays, face aux différentes réformes, on puisse tous vraiment répondre à ces exigences. Et c'est pour cela, vous allez voir, aujourd'hui, l'IRIGEPS est dans une grande approche, une vaste, bien sûr, avec presque toutes les fédérations à travers des accords de partenariat qui sont signés. Et justement, pour donner corps et vie à cette réforme, vous avez signé plusieurs accords de partenariat avec des fédérations. Pourquoi c'est maintenant et pas avant? Ah oui, merci bien, Madame la journaliste. Pourquoi c'est maintenant et pas avant? C'est une très belle question. Puisque l'Institut existe, ça fait déjà plus de 50 ans. Hein, nous sommes dans notre 51e année d'existence. Ce n'est pas que cet accord, ce n'est pas que ce partenariat n'existait pas. Ça existe, mais de manière vraiment formelle, actée,
avec des projets vraiment concrets, ça n'existait pas. Oui. Donc, on travaillait ensemble, mais de manière vraiment informelle, sans pas un socle en tant que tel. Et donc, la dynamique actuelle, c'est que maintenant, nous disposons d'un socle, d'une base, d'un accord qui décline tout ce que nous aurons à faire. Et donc, c'est pour cela, la semaine dernière, nous avons signé avec une fédération, celle de handball. Oui. Et on a démarré déjà avec d'autres, avec la fédération de football. Nous avons déjà signé un accord de partenariat. De badminton également. Exactement, de badminton. Et Madame la journaliste, je vous informe qu'il y a d'autres fédérations aussi qui sont dans le starting block. OK, mais en attendant, on va suivre. Vous avez parlé de la signature de l'accord entre l'INJEF, c'est la fédération de handball. On va suivre le reportage signé Bruno Soali. Document paraphé, signature appliquée, applaudissements et poignées de main tout sourire. Dans cette salle du ministère des Sports, l'avenir du handball béninois est scellé. Aujourd'hui, nous célébrons cette union, cette intégration des acteurs au niveau du handball et de la formation universitaire. Je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire, nous devons former. Nous devons continuer à former. Parce que le sport béninois a un destin. Après la Fédération béninoise de football, la Fédération béninoise de handball répond à son tour à la main tendue de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS pour le renforcement de la formation de ses acteurs. Une signature de convention entre deux organisations pour relancer la filière formation pour un handball béninois plus performant. Je crois qu'aujourd'hui, le handball est heureux de faire partie des premières fédérations à bénéficier de ce partenariat, à bénéficier de cette expertise. Nous mettons tout en œuvre pour que le mot historique utilisé ait tout son sens. Pour que nous puissions, au bout de leur cursus, quand quelqu'un dit qu'il sort de l'INJEPS et qu'il est de spécialité handball, qu'on ne se pose plus de questions et qu'on s'imagine déjà le niveau qu'est le sien. L'INJEPS, grand laboratoire de formation en matière de sport, s'engage à faire de ce partenariat un pari et même un projet à fort impact sur le hand béninois, une profession de foi devant l'autorité morale en charge du sport béninois. La vision aujourd'hui pour l'INJEPS, c'est de renforcer la formation sportive. C'est de repositionner l'INJEPS, qui est le seul cadre aujourd'hui où la mission est de former les cadres sportifs, c'est de vraiment repositionner cet institut dans son rôle de formation sportive. Et donc, cette formation sportive dont nous parlons ne peut pas se faire sans une collaboration avec les fédérations. Parce que quand on le veuille ou pas aujourd'hui, quand on parle de formation fédérale, formation certifiante, c'est toujours pas les fédérations, c'est les fêtières. Les portes de l'INJEPS sont désormais ouvertes pour les acteurs du handball béninois, amoureux de la formation et désireux de faire basculer ce sport de main dans une autre dimension au Bénin. Eh bien voilà, les portes de l'INJEPS sont désormais ouvertes. Dites-nous, madame, qu'est-ce qui va désormais changer au niveau des fédérations avec la signature de ces conventions? Merci bien, madame la journaliste. Beaucoup de choses vont changer. Sinon, on commençait même déjà par changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cadres au niveau sportif seront réellement des cadres nationaux. Il ne s'agira plus pour le Bénin d'aller chaque fois chercher des gens à l'extérieur. Des compétences à l'extérieur. Des compétences à l'extérieur. Les compétences aujourd'hui, elles sont nationales. Et donc, à travers cet accord dont l'élément vient de passer tout à l'heure, c'est plein de projets à développer derrière. Et je voudrais déjà vous annoncer que le tout premier commence le 20 avril prochain avec la Fédération de football. Alors, il va s'agir de faire quoi? Suite à cette signature d'accord de coopération, le premier projet, c'est la formation de certification, c'est-à-dire la mise en place de l'obtention de la licence D au niveau des étudiants de l'INJEPS. À l'INJEPS, la formation, elle est académique et professionnelle. Et donc, c'est le volet professionnel qui n'apparaissait pas vraiment réellement. Et puis, au vu de tous, quoi. Et désormais, ce sera chose faite. C'est déjà chose faite maintenant. Donc, parallèlement à cette formation académique que les étudiants reçoivent, il y a maintenant la formation
certifiante ou l'insertion qui garantit bien sûr l'insertion professionnelle. La formation académique au niveau de l'INJEPS, en fait, ça a duré combien d'années normalement? C'est 5 ans. Avant, c'était... C'est 3 ans. 5 ans, 3 ans, ils ont leur licence. Et puis 5 ans, c'est le master. Et avant, c'est que vous finissez, maintenant, vous lancez maintenant dans la spécialisation. Exactement. Mais désormais, on fait les deux ensemble. Merci bien, vous avez très bien compris. Maintenant, tout est cumulé, c'est-à-dire les produits de l'INJEPS, déjà à la sortie de la licence, après les 3 ans, doivent déjà avoir un background. C'est-à-dire, doivent disposer soit de la licence D, pourquoi pas de la licence C aussi, ça dépendra puisque c'est les meilleurs qui seront pris. Et après le foot, le handball et puis le badminton, quelles sont les autres fédérations qui sont annoncées? Ok, voilà. Je vous ai dit, c'est une grande dynamique qui est en jeu. Et donc, actuellement, la fédération de volleyball, nous avons fini les travaux préparatoires totalement. Celle d'athlétisme aussi, tous les travaux préparatoires. Quand je parle de travaux préparatoires, c'est-à-dire l'amendement de l'accord, les différentes clauses, les deux parties se sont déjà bien entendues. Nous avons fait beaucoup de séances en présentiel, en ligne, et on s'est entendu sur les différentes clauses. Et donc, l'étape suivante, maintenant, c'est la signature. Donc, il y a le volley, il y a l'athlétisme, et après ces deux fédérations, il y a le tennis aussi et le golf. Et après ça, maintenant, les autres fédérations, nous allons les prendre d'assaut. En tout cas, vous êtes prête pour accueillir toutes les fédérations qu'on a au Bénin. Les portes de l'Institut de l'INJEPS aujourd'hui sont ouvertes pour accueillir toutes les fédérations. Et il y a certains experts qui estiment que jusqu'à 90% des athlètes au haut niveau souffrent quand même de stress psychologique, ce qui peut parfois nuire à leur performance et leur bien-être en général. Est-ce qu'au niveau de l'INJEPS, avec la signature en cours, cette dimension est prise en compte? Merci bien. Le stress, question très capitale. Déjà, même si ce n'est pas le sport, n'importe quelle activité que tu veux faire, on te dit, bon, il y a une échéance en vue, tout le monde est stressé. Hein? Et le stress vraiment concourt vraiment à l'obtention du résultat. Alors, le stress, c'est déjà une composante dans la formation même académique à l'INJEPS. Et ça se fait dans plusieurs cours, psychologie, etc. Donc, les étudiants de l'INJEPS sont même déjà outillés à la gestion du stress. Comment prendre les apprenants, etc., les athlètes. Mais parallèlement à cela, les accords dans lesquels nous sommes engagés maintenant avec les fédérations, c'est plusieurs niveaux de formation, c'est-à-dire plusieurs étapes. Il y a le volet théorique, il y a le volet pratique, et bien à part ça, il y a maintenant le volet stage, où ils seront vraiment outillés à ce qui se passe réellement dans la vie réelle des sportifs. Et donc, c'est dans le volet intellectuel, le volet théorique, que tous ces cours seront abordés, la gestion du stress, comment former psychologiquement les athlètes, les différentes compétitions, tenir compte de l'environnement, des petits trucs comme ça. Là. Donc, tout est pris en compte. Et là, quand nous avons souhaité que ça soit une fédération, c'est-à-dire une union des énergies entre les fédérations et l'INJEPS, c'est pour que cette formation soit conforme aux normes, aux standards internationaux. Tout ce qui se fait par rapport référentiel des confédérations à l'international, mondial, c'est la même chose qui se fera à l'INJEPS. Et quand on parlera du Bénin en matière de formation sportive, on sera désormais une référence. Aujourd'hui, le Bénin est déjà très lancé. Nous sommes en train d'être déjà une référence sportive à travers les différents résultats que nous faisons. Mais les réformes actuelles encore nous repositionnent très très loin parce qu'après ce projet dont nous parlons de formation certifiante, etc., l'INJEPS est dans une autre dynamique aussi. Et parlez-nous justement de cette nouvelle vision de l'INJEPS. Ah oui, la vision phare aujourd'hui de l'INJEPS, c'est de faire en sorte que l'INJEPS dispose du stade école. Qu'est-ce que nous entendons par là? Madame la journaliste, je voudrais déjà vous informer que quand on parle de l'INJEPS aujourd'hui, l'INJEPS dispose d'un site aujourd'hui d'environ 20 hectares. Vous imaginez 20 hectares. Imaginez un peu en termes infrastructurels ce qu'on peut développer sur ça. Alors, donc, c'est faire en sorte aujourd'hui que cet espace soit vraiment réellement utilisé pour que le Bénin dispose du premier centre. Stade école de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous entendons par ça? C'est faire en sorte que
la réforme en infrastructure aujourd'hui, et quand vous prenez le programme d'action du gouvernement actuel, nous sommes en pleine campagne, j'ai vu des éléments qui sont passés tout à l'heure, et quand vous prenez l'un ou l'autre, le sport est vraiment très bien positionné. Et ce n'est pas que nous prenons parti, mais déjà quand vous prenez le programme d'action, je crois, du duo Wada Italata, allez aux pages 24 et 25, vous allez voir, c'est bien décliné. Ah oui, c'est bien décliné parce qu'aujourd'hui, le sport, ce n'est plus ce que nous pensons. Le sport, c'est toute une industrie. Le sport nourrit réellement son homme. Et en ce qui concerne l'insertion professionnelle, madame, quelle est la dynamique? L'insertion professionnelle aujourd'hui, avec tout ce que nous mettons en œuvre, à travers même la formation, sortie aujourd'hui des cadres dont le Bénin a besoin, c'est la vision. Donc, à partir de cet instant, c'est qu'en amont, il y a une étude qui a été faite et on sait qu'on a besoin de tel type, de tel cadre. Aussitôt formés, ils sont insérés. Et donc, à travers le projet Stade École dont je parle, c'est fait en sorte que le Bénin et l'Institut donne aujourd'hui des licences en management des infrastructures sportives. Les réformes aujourd'hui en cours, regardez les 22 stades et les nouveaux qui seront construits encore. Alors, un stade sans gestionnaire, vous imaginez un peu ce que c'est? C'est comme on a des hôpitaux sans médecin, ça va fonctionner comment? Et donc, l'Institut aujourd'hui, avec ces différents projets, c'est de former des cadres pour gérer ces stades. Des cadres qui ont le papier, c'est-à-dire le background réel dont on a besoin. Et là, ces stades seront tellement gérés, seront rentabilisés parce que, ces gestionnaires que nous allons mettre sur le marché seront rapidement utilisés. Et nous avons déjà prévu dans notre projet, en 4 ans, le nombre de gestionnaires à former, c'est plus d'une centaine, c'est environ 160 par an, le nombre assorti. Parce que nous croyons fermement que le projet prendra corps avec l'appui du ministère des Sports. Et ça va prendre corps. Et madame me disait tout à l'heure qu'elle a tellement de choses à dire sur le plateau. Malheureusement, c'est une question de temps. Voilà, maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oh oui, merci bien à vous. Ce que je voudrais ajouter, c'est un appel à la jeunesse. Voilà. Un appel à la jeunesse pour dire ceci. Aujourd'hui, avec toutes les réformes mises en œuvre par l'État béninois, le sport nourrit son homme. Il faut que nos jeunes essayent vraiment de bien s'orienter. Alors, bien s'orienter, qu'est-ce que je voudrais leur dire? C'est de rêver vraiment grand. Il faut qu'ils rêvent grand à travers tout ce qui se dit, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et rêver grand, aujourd'hui, c'est choisir un métier du sport. Choisir un métier du sport demande derrière, mais comment les former? L'Institut est là. L'INJEPS est là pour former aujourd'hui au métier du sport. Et quand on parle de métier du sport, chers journalistes, c'est un vaste domaine. Voilà. C'est beaucoup de choses. Les attentes sont tellement nombreuses aujourd'hui. Ce n'est pas le petit regard que la population a aujourd'hui. Et donc, rêvez grand, sachez choisir, c'est-à-dire venez vous faire former à l'INJEPS. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? C'est l'entrepreneuriat. Oser entreprendre. Chaque jeune aujourd'hui peut créer son entreprise sportive à travers les réformes mises en cours. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. La reconversion est toujours en cours. Absolument. Merci beaucoup, Amandine, pour cette thématique vraiment d'intérêt. Je vais vous raccompagner avec votre invité. On installe le tout prochain plateau avec Christelle Tongodo, Instant Santé. Christelle, tout en beauté, qui prend place, son invité également. Bonjour Christelle et bienvenue. Bonjour Jennifer, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, avec vous, on parle de la voix, la santé et la voix. Oui, vous le savez, depuis quelque temps, comme on le constate, les candidats à la présidentielle multiplient à la fois meeting et communication. Et qui dit meeting, communication, dit utilisation de la voix. Alors, comment préserver sa voix en cette période intense où les candidats sont appelés à parler fort, à parler longtemps et parfois sans repos pour
avoir des éléments de réponse, justement, nous avons ici un médecin ORL, docteur Senami Agosso, qui va nous entretenir ce matin sur cette thématique. Comment préserver sa voix pour ne pas l'abîmer en cette période de campagne électorale. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Christelle. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de l'RTB. De Bienvenue. la SRTB. Ah oui, la précision, elle est La précision, elle est importante. De la SRTB. Alors, on va y aller directement. Docteur Agosso, en pleine campagne électorale, on le voit bien, certains candidats finissent la journée avec une voix enrouée. Dites-nous, est-ce un signe de fatigue vocale? Merci beaucoup pour la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord reconnaître sa voix et savoir que la voix rentre en ligne de compte dans la fonction de communication. Donc tout ce que nous disons est pensé, doit être modulé et être adapté à notre public. Et par rapport à ça, il est important de reconnaître le timbre de sa voix, son intensité et aussi sa hauteur. C'est ça. Et pour cela, maîtriser les mécanismes qui rentrent en ligne de compte quand nous parlons, à savoir nos poumons qui vont nous donner l'air suffisant pour que l'organe vocal, qui n'est pas la langue, mais plutôt le larynx, qui est situé au niveau du cou, qui va moduler ce terre qui va venir, et sa vibration va entraîner justement l'émission du son. C'est ce son-là qui sera modulé par la cavité buccale ou la narine ou le pharynx qui est l'arrière-cavité des fosses nasales. C'est comme ça que nous arrivons à parler et à communiquer. C'est ça. Donc, tout dysfonctionnement qui va apparaître au niveau de ce cheminement qui va nous permettre de bien parler va impacter notre voix après avoir justement fait l'effort de communiquer avec le public. Alors, on le voit, certains candidats crient pendant ces meetings-là pour se faire entendre. Dites-nous, quel risque cela présente justement sur leur voix? Crier pour se faire entendre n'est pas forcément la meilleure façon de communiquer. Et cela aura sûrement un impact parce que pour parler, nous sommes obligés d'adapter notre cycle respiratoire parce qu'il s'agit de l'expiration que nous utilisons. Donc, c'est l'air qui sort des poumons que nous utilisons. Plus nous allons forcer, plus nous allons agir sur les cordes vocales qui sont des organes nobles. C'est deux bandes blanc nacré qui se situent au niveau de notre cou qui vont s'affronter pour produire le son. Donc, vous voyez, si je force, je vais étirer ces muscles-là. Et à un moment donné, ils vont céder ou être impactés en fin d'activité. C'est ça qui justifie que vous pouvez observer des voix qui sont enrouées, cassées ou des voix tremblantes. De risque, hein? Christelle, hein, je ne sais pas, c'est quand même un peu difficile d'être en campagne et de parler de façon tempérée et modérée, qu'on soit du côté du candidat ou de la foule. Il y a forcément des slogans, les chants qu'on ne peut pas émettre avec une voix quand même posée. Est-ce qu'il faut se dire, je crie pendant 2 heures, je me tais? Est-ce que lorsqu'on crie peut-être pendant un certain temps, on se tait et on reprend? Ça peut alterner les choses. Merci beaucoup. Vous avez parlé de cri. Le cri n'est pas forcément la meilleure façon de communiquer. Vous pouvez entonner une chanson ou donner un slogan, mais en utilisant les moyens que vous avez pour le faire de manière efficace. Cela suppose que vous mobilisez votre souffle et que vous n'utilisez pas la voix de tête ou la voix du cou, mais que vous allez chercher dans vos entrailles, comme on dit, soit la voix abdominale ou la voix thoracique. Ça évite que vous créez du stress et qu'il y ait des contractures entre votre cavité buccale qui veut parler et votre organe vocal qui va se retrouver en situation d'inconfort. D'accord. Ça, c'est le professionnel qui parle. Comme on nous dit, parfois, la voix doit quitter le ventre, pas le cou. Ah, oui. Voilà, exactement. Quand vous parlez avec une voix moins posée, vous faites plus d'efforts et vous créez plus de fatigabilité au niveau de votre corde vocale. Vous serez moins enclin à parler longtemps. Donc cela amène à s'éduquer à la parole. On ne s'improvise pas
beau parleur, je pense. Et même le journaliste, c'est un métier qu'on apprend. Donc, c'est à force de forger, de s'entraîner, qu'on est un bon parleur. Quand vous êtes en groupe, c'est mieux de parler en chœur pour mieux vous faire entendre que d'être le seul coq de la basse-cour à chanter. Alors, il n'y a pas que les candidats, hein, comme Jennifer l'a dit tout à l'heure, il y a aussi les militants qui scandent généralement des slogans. Est-ce qu'ils n'abîment pas leur voix dans une certaine mesure? Ils sont dans leur rôle de scander et d'appeler la foule à les suivre. À force de le faire toute la journée. À force de le faire toute la journée, ça peut éprouver les cordes vocales, mais toujours est-il qu'il faut prendre certaines précautions pour ne pas trop abîmer les cordes vocales. Comme je l'ai dit tantôt, comprendre le mécanisme d'émission du son, se reposer par moment, c'est très important. Ne pas s'adonner à des boissons trop froides. Boire suffisamment de l'eau parce qu'il est très important de se rafraîchir parce que l'eau sert de lubrifiant à l'émission du son. C'est comme l'huile à moteur que vous mettez dans le moteur de vos voitures. Si votre bouche est sèche, il vous sera d'autant plus difficile de parler. Donc il est très important de prendre des boissons qui ne sont pas trop chaudes ni froides. Les boissons froides sont à déconseiller parce que ça entraîne plus des cassures de voix. Et justement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, Christelle, oui. Lorsqu'on doit crier, on nous dit qu'il faut prendre des précautions, pas forcément médicales, peut-être garder notre cola à rouer à côté. Est-ce que ça peut quand même atténuer la chose, hein? On va le savoir. Je pense qu'on recherche là l'effet de fluidification parce que la salive ou les sécrétions nasales s'écoulent en permanence dans la gorge. Oui. Et ces produits permettent, un tant soit peu, de faire en sorte que la salive puisse s'écouler et que les sécrétions aussi bronchiques ou laryngées ne puissent pas perturber l'émission de la voix. Mais il est plutôt conseillé d'utiliser des solutions mentholées, de faire de la fumigation ou de la nébulisation. La fumigation, c'est vous utilisez la fumée avec des produits à base d'essence de menthol. Ça permet d'avoir un effet anti-inflammatoire. Par contre, la nébulisation demande à ce qu'on utilise un dispositif. D'aucuns parleront d'aérosol thérapie. Ça a le même effet, mais pour la nébulisation, c'est un appareil qui envoie aussi de l'air, mais renvoyé par un appareil qui va humidifier l'air et permettre aux cordes vocales de se reposer. D'accord. Alors, lorsque la voix disparaît donc, après plusieurs meetings, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou bien elle va revenir naturellement? Normalement, après un effort de surmenage ou de malmenage vocal lié à l'activité intense, comme je l'ai dit tantôt, il faut se donner le repos suffisant. La voix devait revenir au bout de 3 jours, maximum à 2 semaines devrait revenir. Au cas où la voix ne revient pas, il y a lieu de s'inquiéter, de demander l'avis d'un médecin, surtout un médecin ORL, qui se donnera la peine d'aller examiner les cordes vocales pour voir s'il n'y a pas de lésions à ce niveau-là et il vous apportera la solution. Mais Christelle, je ne sais pas, je m'insère encore beaucoup. On se rend compte, hein, c'est sur plusieurs jours. Là, par exemple, on a 2 semaines de campagne. À chaque fois, il faut être présent quand même. Ça dépend de sa position. Et à quel moment on se donne le repos? Est-ce que c'est la nuit peut-être? Le repos, c'est justement ne pas parler quand ce n'est pas nécessaire. Je sais qu'un candidat a forcément son emploi du temps. Le candidat des militants à convaincre. Exactement. Il a son agenda, il a toute une équipe. Il doit pouvoir s'organiser pour que dans son équipe, autant de personnes soient actifs et capables de l'accompagner au sein d'une équipe où chacun se tient la main comme une chaîne. Parce que seul à porter une charge, c'est plus difficile, comme l'a déjà trouvé du roi Guézo. Plus on est nombreux, plus on arrive à fermer les trous. Et plus on sera nombreux à intervenir et à soutenir le candidat, moins il sera fatigué et plus
quand il prendra la parole, il sera en mesure de communiquer réellement ce qu'il a à communiquer. D'accord, donc il faut s'alterner en quelque sorte. Il faut s'alterner. D'accord. Il faut ne pas être seul à porter la charge. Entre plusieurs moments où vous êtes appelé à faire votre discours. C'est très important. D'accord. Alors, vous les avez rappelé tout à l'heure, les astuces à avoir pour préserver justement sa voix pendant cette période-là. Est-ce que se racler la gorge est mauvais en soi avant une prise de parole? Se racler la gorge, est-ce que c'est mauvais? Se racler la gorge peut être vu dans deux sens. Soit c'est pour évacuer le stress, soit c'est parce qu'on a beaucoup parlé, qu'on est contraint de racler la gorge parce que la voix ne tient plus correctement. Et il faut faire très attention parce qu'en ce moment-là, vous êtes dans une situation de stress et si vous forcez, vous risquez de parler moins bien et d'impacter votre voix. Est-ce que quelque part, ce n'est pas psychologique? On se dit, on veut que la voix porte bien, on s'éclaircit la gorge avant de parler. Oui, mais il est mieux conseillé de s'éduquer, d'apprendre Christelle vient de se racler la les gorge. mouvements de respiration. Il y a des exercices qu'on fait qui ne sont pas forcément liés au raclage de voix, qui vous permettent d'avoir un souffle suffisant, de mobiliser votre abdomen pour pouvoir permettre à votre poumon d'avoir assez d'air pour pouvoir parler. Vous avez parlé tantôt d'hydratation. Est-ce que les boissons froides sont à proscrire? Les boissons froides sont à éviter parce que, vous savez, toutes les réactions au sein de l'organisme se passent à 37 degrés. C'est pour ça que quand nous prenons la température, on recherche les 37 degrés. Quand vous prenez une boisson froide, l'organisme est désorganisé et va chercher à retrouver cette température qui est l'idéal pour son bon fonctionnement. Donc, il vaut mieux utiliser une boisson tiède, tranquillement. Ça vous permettra d'avoir les conditions idéales sans trop désorganiser votre organisme et il pourra répondre à votre sollicitation. Alors, on va rappeler quelques réflexes simples pour protéger sa voix pendant le reste de la campagne. Il ne reste plus que 3 jours, Jennifer. Pour ceux qui nous suivent. Oui, les réflexes simples. Parler peu, malgré tout. Difficile. S'apprêter à parler, travailler sur son temps d'élocution, ne pas parler trop longtemps. Si le discours doit être long, prendre la peine de boire beaucoup d'eau, d'espacer les prises de parole, voilà, pas tant de repos, réellement se reposer et ne pas forcément être dans des situations où vous devez parler pendant des heures. Et dans les marchés, c'est compliqué de se contenir, hein, docteur. Très compliqué. Puisque vous parlez, vous dites de ne pas parler fort. Comment les candidats vont-ils se prendre? Ce que je vais conseiller aux candidats, c'est lorsque vous arrivez dans des endroits où il y a plusieurs interlocuteurs, de vous adresser à un certain groupe, mais ne pas forcément chercher à élever plus le ton, parce que vous ne pourriez pas vaincre ce vacarme-là avec simplement votre voix naturelle, à moins que vous usez d'un dispositif qui vous permette de parler et de vous faire entendre. Comme le micro? Comme un micro et un haut-parleur. Okay. C'est plus simple. D'accord, on l'aura compris, Christelle. Merci. On sait désormais quoi faire. Hein? Et il faut s'hydrater, boire de l'eau, utiliser la voie abdominale et les solutions mentholées. Utiliser les micros pour amplifier la voix. Ou les amplificateurs. Merci beaucoup, Christelle. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir, n'est-ce pas? Absolument, ça ne change pas. De quoi est-ce qu'on parle demain? Demain, on reste toujours avec les candidats. On va parler de l'hypertension artérielle, comment préserver sa santé. Merci beaucoup à vous, Christelle Tongodo. Merci également à votre invité. On va à présent marquer une courte pause et installer le prochain plateau Éducation aux médias. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie.
des légumes verts comme l'amarante et le moringa, des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Éducation aux médias qui s'installe donc. On revient juste après le jingle pour le développement. On en entend de plus en plus parler, l'intelligence artificielle ou l'IA, ce n'est plus un concept abstrait. L'IA est aujourd'hui assez présente dans notre quotidien. De l'automatisation des tâches à l'analyse en passant par les assistants virtuels ou la reconnaissance d'images, l'IA intervient pour simplifier, personnaliser et sécuriser nos actions au quotidien. Mais derrière ces prouesses, il y a différents types d'IA, chacun avec un usage spécifique qu'il convient de maîtriser afin d'opérer des choix conséquents. Et c'est pour cela que nous recevons ce matin Serge Maouillon. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes consultant en marketing digital, lead manager de l'agence BSM Group, spécialiste CEO et copywriting et surtout
utilisateur actif des IA génératives. Et c'est pour cela qu'on vous reçoit ce matin. Déjà, l'IA générative, c'est quoi? Alors, il faut comprendre le concept des intelligences artificielles génératives comme des systèmes qui sont entraînés pour répondre, pour générer du contenu à partir d'informations qu'on leur donne. C'est-à-dire, je viens, je dis bonjour, je veux que tu m'écrives une lettre de démission. Voilà, l'IA va réfléchir ou bien va simuler en fait une réflexion et prédire la réponse la plus probable. Donc va fournir en fait la réponse, c'est-à-dire la lettre de démission. Alors je prends cet exemple-là qui n'est pas forcément positif, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui on parle de génératif dans le contexte où l'IA va créer du contenu qui n'existe pas encore sur la base de questions qui lui a été posées. Alors, vous avez commencé par donner cet exemple de lettre de démission, mais qu'est-ce que concrètement l'IA peut faire? Alors déjà, il faut comprendre le concept de ce que peut faire l'IA selon ses différentes capacités. D'accord. Donc il y a plusieurs familles d'IA. Il y a les IA d'analyse et tout ça dont vous avez parlé tout à l'heure, mais dans ce contexte, nous sommes en train de parler des IA génératives. Donc ce que l'IA peut faire, les IA génératives peuvent faire, c'est de générer du contenu qui n'existe pas encore. D'accord. Voilà. Est-ce que l'IA réfléchit et crée? Non, c'est vraiment en fait dans la façon qu'on peut dire que l'IA réfléchit. Sinon, l'IA ne réfléchit pas. L'IA va faire des calculs et va prédire. Donc, ce sont les deux capacités en fait que les IA ont, c'est-à-dire calculer et prédire selon les informations ou bien les données sur lesquelles elle a été entraînée. Est-ce que l'IA... Et donc, nous allons distinguer, pour finir de répondre, nous allons distinguer trois catégories de capacités que les IA ont aujourd'hui. On a la capacité textuelle, la capacité visuelle, c'est-à-dire image, vidéo, et la capacité audio et musique. Donc voilà les trois grandes familles en fait, des IA et ce que les IA génératives sont capables aujourd'hui de faire. Et on va certainement les développer tout à l'heure, mais est-ce que l'IA peut tout faire? Absolument tout? J'ai bien envie de dire oui, mais non, bien sûr. D'accord. Non, bien sûr. Mais les IA ne sont pas capables de tout faire. Il y a beaucoup de choses que les IA ne sont pas capables de faire. Déjà, elles ne sont pas capables de réfléchir. Exactement. Elles ne sont pas capables de pouvoir fournir une information avec 100% de vérité. Donc, les IA sont biaisées, par exemple. D'accord. Elles sont biaisées, donc elles ne sont pas capables de pouvoir donner une information et être 100% sûres que c'est vrai. D'ailleurs, toutes les familles d'IA qui existent aujourd'hui, il y a une petite note, une petite information qui est affichée sur l'interface qui dit l'IA peut se tromper dans sa réponse. On ne fait pas toujours attention à ça. Donc, de faire attention en fait, à l'exploitation des réponses que peuvent fournir les IA. Donc, déjà, il y a cette incapacité des IA en fait, à être sûres de leur propre information parce qu'elles ne font que générer sur la base d'informations qu'elles ont déjà. Donc elles n'ont pas la capacité d'avoir 100%, la capacité de dire ok, ça que j'ai donné comme réponse, c'est 100% la réponse. Donc ça veut dire que l'IA invente des réponses parce que je me demande, je lui dis, je ne sais pas comment fabriquer un plateau de télé. Si l'IA ne connaît pas, est-ce qu'il peut me dire, je ne sais pas où l'IA va inventer pour me servir quelque chose? Alors là, la réponse va être un tout petit peu délicate. Déjà, les IA inventent. Déjà, les IA inventent. Les IA inventent. Tous les types d'IA? Elles inventent, oui. Wow. Tous les modèles d'IA aujourd'hui inventent des réponses. Inventent, mais le thème invente peut être un tout petit peu plus gros dans ce contexte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les IA vont inventer des informations qu'elles n'ont pas pour pouvoir compléter des réponses ou pour pouvoir compléter en fait des questions qui sont pas très précises. Si par exemple je demande à une IA de me rédiger par exemple un communiqué de presse et je lui donne toutes les informations et que je ne lui fournis pas par exemple la date, elle peut inventer la date. Une date? Une date. Wow. Elle peut inventer en fait une adresse mail, tout simplement. Parce que je lui ai posé une question. C'est dangereux. Oui, voilà. Parce que je lui ai posé la question de me rédiger en fait un communiqué de presse et puisque elle sait que dans un communiqué de presse, il doit y avoir un mail. Et puisque moi, je ne lui ai pas fourni le mail, si je ne lui demande pas de me le demander, elle va inventer. Tout simplement. Donc, est-ce qu'en début, lorsqu'on demande, il faut préciser tout ça? Demande-moi... Il faut toujours préciser, il faut être très précis dans son input, c'est-à-dire ce qu'on fournit à l'IA. Et aussi, les IA hallucinent. Donc, oui, en termes techniques, on va beaucoup plus parler d'hallucination plutôt que d'invention. C'est-à-dire, elles ne vont pas forcément inventer, elles vont halluciner
parce qu'elles n'ont pas trop d'informations, ou bien toutes les informations, elles vont halluciner. Donc elles y croient finalement à leur réponse. Et elles vont l'affirmer de la façon la plus sûre possible. Donc c'est comme si par exemple vous venez dans une IA, en fait il y a beaucoup d'évolutions qu'il y a eu aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs que les IA ne font plus, mais au début par exemple, si vous demandiez à ChatGPT de vous donner qui est le roi du Bénin, elle serait capable de vous dire le roi du Bénin s'appelle tant, parce que vous lui avez demandé roi du Bénin. Okay. Donc lui, elle dans sa conception va voir qui occupe accessoirement le poste, ou bien qui est-ce qu'on pourrait appeler roi au Bénin. Et aujourd'hui, elle va nous dire qu'il y a plutôt un président, c'est ça? Voilà, mais aujourd'hui, en fait, elle va beaucoup plus nuancer. Elle va dire non, il n'y a pas un roi au Bénin, mais plutôt un président de la République et tout ça. Mais si on la force et on pose un peu plus autrement la question, elle est capable complètement de dire que le président de la République, c'est un roi. Oh, ouais. D'accord, on l'aura compris. Alors, on va entrer, je dirais, dans le vif du sujet. Il s'agit de ça, les différents types d'IA. On m'a dit qu'il y en a une pléthore. Hein. On va commencer justement par ChatGPT, que beaucoup utilisent. Quelles sont ses forces, ses usages, selon vous? Alors, ChatGPT, c'est un outil qui a été lancé, je pense, en novembre 2022. Et c'est le premier modèle d'IA génératif qui a été rendu public et pour tout le monde. Voilà. Et donc, c'est ça vraiment l'ancêtre des autres outils d'IA. ChatGPT, aujourd'hui, c'est, je vais dire, l'assistant. L'assistant le plus utile en termes d'IA. C'est-à-dire, c'est l'IA qui peut être utilisée pour faire à peu près tout. Pour rédiger, pour analyser une situation, pour prendre une décision rapidement, ou bien pour demander quelque chose, pour faire la comparaison entre deux situations, pour opérer un choix. Et tout. Donc, cet outil-là va être utilisé pour pouvoir faire à peu près toutes les tâches quotidiennes qu'un humain pourrait avoir, ou bien qu'un professionnel pourrait avoir à faire. Je peux donner quelques exemples. Rédiger un mail, par exemple. Rédiger un mail, générer rapidement en fait, un logo illustratif pour quelque chose, faire un mood board pour pouvoir voir à peu près à quoi représente, et va ressembler une campagne marketing digital, par exemple, ou bien tout simplement, vous avez des données sur Excel que vous voulez analyser pour comprendre en fait laquelle est meilleure. Voilà, donc ce genre de petites tâches quotidiennes, vous pouvez les confier à ChatGPT, qui est très performante pour pouvoir faire vraiment ces genres de tâches. Le meilleur assistant. Je n'en connais pas beaucoup. Hein. Oui, ChatGPT, c'est le meilleur vraiment assistant au quotidien. S'il y a vraiment une IA qu'on peut utiliser au quotidien pour faire tout et n'importe quoi, c'est ChatGPT. Voilà. Et Gemini? Gemini va se distinguer un tout petit peu parce que Gemini, c'est l'IA que moi j'appelle en fait l'IA la plus factuelle aujourd'hui sur le marché, dans le sens où Gemini va beaucoup plus se baser sur le modèle de Google. Alors, l'objectif de Google, c'est d'organiser l'information à l'échelle mondiale afin de la rendre accessible à tous et utile à tous. Et donc, Gemini va se calquer sur ce modèle-là où Gemini va vraiment pas aller au-delà de ce qu'on lui demande. Va rester en fait dans le factuel. Vous lui demandez de rédiger un mail, il va rédiger le mail le plus institutionnel possible. Il va pas être dans tout ce qui est style, ton, langage et tout ça, mais il vous fournit tout simplement ce que vous avez demandé de la façon la plus brute possible. Donc c'est une IA qui ne donne pas beaucoup de possibilités, surtout quand il s'agit du test. Mais là où Gemini va se démarquer de toutes les autres IA, c'est que ça appartient à Google. Et Google, moi j'ai envie de dire que Google dispose, mais pas que j'ai envie de dire, Google aujourd'hui, en fait, je peux l'affirmer, dispose de l'environnement ou bien de l'écosystème d'outils IA le plus complet aujourd'hui. C'est-à-dire, Gemini est une IA multimodale. Multimodale dans le sens où Gemini va vous donner du texte, va vous donner de l'audio. Vous pouvez par exemple générer une musique pour souhaiter joyeux anniversaire à votre ami sur Gemini, littéralement. Vous pouvez générer des vidéos, vous pouvez générer des images sur Gemini. Mais Gemini va combiner plusieurs modèles. Par exemple, pour générer des vidéos sur Gemini, Gemini va se servir de son modèle VO3.1 pour générer des vidéos. Si vous demandez en fait une image, Gemini va se servir de son modèle Nano Banana pour générer en fait l'image. Donc Gemini est vraiment très complet en termes d'environnement, mais malheureusement les gens n'arrivent pas vraiment à l'intégrer au quotidien, à un usage quotidien, comme on pourrait faire. Voilà, comme on pourrait faire de ChatGPT, qui est beaucoup plus un assistant. J'ouvre tout simplement mon micro, je peux parler, je peux dire en fait ce que je veux, ChatGPT va me répondre, alors que Gemini va beaucoup plus être dans la tâche, dans une tâche
un peu concrètes que vous avez envie de faire. Il y a une fonctionnalité sur Gemini que moi j'utilise bien. C'est une fonctionnalité textuelle qui permet de faire ce qu'on appelle le deep research. D'accord. C'est une fonctionnalité pour pouvoir faire une recherche approfondie dans Gemini. Donc, le par deep exemple, research. Oui. Je suis par exemple journaliste et je veux analyser la situation de tout ce qui est... Je vais donner un exemple. Comment aujourd'hui fonctionne le marché du coton en Afrique. Voilà, je veux faire une recherche sur ce sujet-là, par exemple. Je peux aller dans Gemini, je lance le deep research et il va parcourir tout le web, des ressources partout, des PDF, des vidéos YouTube et tout, et va me lister les sources qu'elle souhaite exploiter. Moi, je valide, et dès que je valide, elle va analyser maintenant toutes ces sources-là et produire un rapport. Ça peut être un rapport de 34 pages, de plusieurs pages. Et moi, je vais obtenir tout simplement ce rapport-là sous forme de document que je peux exploiter. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que ce soit en journalisme, peut-être beaucoup plus que d'autres, on fait beaucoup de recherches et très rapidement, on a tendance à aller vers ChatGPT qui, vous le disiez, peut inventer ou halluciner. Donc, il faut, je pense, prioriser le Gemini et le Deep Research. Alors, dans mes recherches également, je vous l'ai dit, j'en connais pas une pléthore, mais on m'a parlé de l'IA Claude, je pense que c'est bien Claude, qui serait également adapté au métier de journalisme. Alors, l'IA Claude, moi je vais l'appeler en fait l'IA professionnelle. D'accord. Professionnelle. Donc, vous allez remarquer que je suis en train de donner des noms à chaque outil d'IA. Donc, ChatGPT qui est l'assistant, Gemini qui est l'IA factuelle et Claude qui est l'IA professionnelle pour pouvoir faire vraiment des tâches professionnelles. Aujourd'hui, c'est l'outil d'IA génératif le plus complet pour pouvoir faire un travail professionnel approfondi. Donc, vous pouvez faire des PowerPoints. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire aujourd'hui avec Claude, qui est quand même en fait très complet pour pouvoir faire des tâches professionnelles. Et je vais le dire aux téléspectateurs, on finit pour aujourd'hui, mais prenez le rendez-vous demain. Maounion a beaucoup de choses à nous dire. Je pense que vous avez répertorié à peu près combien d'IA, une idée? Parce que non, il y en a énormément, mais les IA les plus utilisées aujourd'hui sont au nombre de 5. Au nombre de 5. Oui, il y a Grok, dont je n'ai pas parlé. Grok. Et il y a Perplexity. OK, Grok et Perplexity. Perplexity. Donc, ces 5 familles d'IA-là, c'est quand même déjà très intéressant pour un professionnel ou bien une personne qui voudrait utiliser les intelligences artificielles. Alors, on va réserver la suite pour demain. Je suis sûre que les téléspectateurs nous écoutent. Mais avant, est-ce que l'assistant, je retiens l'assistant, le factuel et le professionnel peuvent s'alterner, peuvent jouer, par exemple, je donne le rôle d'assistant à Gemini. Est-ce qu'il pourra le jouer à perfection lorsque je donne le rôle de, je sais pas, de professionnel à Claude? Est-ce qu'il pourra également le jouer à perfection ou est-ce qu'il faut respecter selon ces standards que vous nous avez donnés? Oui, très bien. On peut faire ça parce que vous pouvez commencer une tâche sur ChatGPT. Je vais donner un exemple. Je viens dans ChatGPT, je lui demande que je vais faire une tâche. Je veux créer en fait un rapport complet sur la situation du coton en Afrique de l'Ouest. De me faire un prompt pour que je puisse créer ce rapport-là avec Gemini Deep Research. Il me crée le prompt, je vais dans Gemini, je copie. Et Gemini me fait tout simplement le rapport. Je viens avec le rapport et je mets ça dans Claude et je demande à Claude d'analyser en fait ce rapport-là, de me créer en fait des graphiques et de me générer en fait un PowerPoint. Et Claude me fait le PowerPoint. Excellent, en tout cas on l'aura compris et je souffle aux téléspectateurs que nous allons, parce que quand je vous suis, on a l'impression que l'IA va remplacer l'humain. On va revenir sur la thématique, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous Serge Maounion. Je rappelle que vous êtes consultant en marketing digital, lead manager de l'agence BSM Group, spécialiste SEO et copywriting, utilisateur actif des IA génératives. Je pense qu'on l'a vu sur ce plateau, vous vous y connaissez très bien. C'est tout pour aujourd'hui avec Éducation aux médias. Place à présent à la revue de presse. C'est avec Ulvaeus Balogun. Ulvaeus Balogun qui s'installe et qui est allé faire la collecte pour nous. Ulvaeus, bonjour. Joli costume, très joli costume. Merci Jennifer, vous avez la pleine forme, j'espère. Ça va très bien. Alors, vous avez fait le tour. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Eh bien Jennifer, il faut savoir que la campagne continue de battre son plein et les
soutien ne cesse de s'afficher à mesure que l'on s'approche justement du jour du scrutin. Le dernier en date est celui des centrales syndicales. À l'issue des consultations internes et de rencontres avec les candidats, eh bien, ces centrales invitent les travailleurs à se mobiliser massivement en faveur de leur duo. L'événement du jour affiche présidentielle 2026. 5 centrales syndicales soutiennent la candidature de Romuald Wadani. Dans leur déclaration, les centrales dressent un tableau préoccupant du climat social avec en ligne de mire l'affaiblissement des libertés syndicales et la perte de crédibilité des cadres de concertation. Un constat face auquel les centrales disent avoir engagé une réflexion approfondie. Elles ont donc engagé des discussions avec les 2 duos de candidats à la présidentielle et au terme des consultations, ces centrales ont fait le choix de soutenir la candidature de Romuald Wadani parce qu'il offrirait une perspective de rupture avec des pratiques ayant contribué à l'érosion de la confiance sociale. Dans la même dynamique, Matin Libre nous apprend que plus de 200 universitaires et chercheurs appellent à soutenir Wadani. Ils l'ont affirmé au détour d'une tribune collective dans laquelle ils disent croire en un modèle de développement qui refuse l'exclusion, qui combat la pauvreté à sa racine et qui fait de la dignité humaine le cœur de l'action publique. Et au moment où ils apportent leur soutien à Wadani, eh bien, ce dernier fait carton plein dans le Koufou. L'événement précis parlant de sa tournée nationale nous apprend que Bruno Amoussou et tout le Koufou lui ont dressé le tapis rouge. D'Aplahoué à Dogbo, en passant par Diakotomé, Lalo, Clécamé et Tobiclin. Les populations locales ont fait un déplacement massif à la rencontre de Wadani, explique le journal. Entre échanges en langue locale, maîtrise des réalités du terrain et propositions de solutions adaptées, le candidat a séduit la population de cette région, recevant un engagement ferme de leur part, celui de porter triomphalement au Palais de la Marina le 12 avril prochain, conclut l'événement précis. Et à sa suite, l'événement du jour d'ajouter, le Koufou affiche son adhésion au duo Wadani-Talata. De son côté, le candidat de l'opposition est allé en immersion au palais de Dada Beranzi à Djima. Le journal La Cloche parle d'une visite qui revêt une forte dimension culturelle et identitaire, puisque le candidat met en avant dans sa vision un Bénin attaché à ses traditions où les institutions coutumières participent pleinement à la consolidation du vivre ensemble et au développement national. L'information est aussi relayée par l'événement précis qui y trouve une démarche de proximité avec les autorités traditionnelles. L'événement précis qui nous dit justement qu'accueilli dans une atmosphère en pointe de solennité, Paul Hunke a salué le rôle central de la chefferie traditionnelle dans la préservation de la cohésion sociale et le journal qui conclut que devant les dignitaires, le candidat de l'opposition a réaffirmé son engagement en faveur d'une gouvernance inclusive, respectueuse des valeurs culturelles et des réalités locales. Et au-delà de cet engagement pour une gouvernance inclusive, l'opinion aujourd'hui nous apprend que Paul Hunke promet la relecture des lois à polémique. Et voilà, donc le tour, il est fait avec vous, Ulvaeus Balogun. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et c'est ici qu'on prend congé de vous pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.